Alors rebonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour la suite de cette journée de conférence en ligne d'AliFX FXM. Je suis Yann ravi de vous retrouver à nouveau. Donc je vous prie de m'excuser à nouveau pour ce matin, il y a eu un petit problème technique avec Harry Volandler, donc Gérard Fonch Hamilton. Toutefois la conférence a été enregistrée, elle sera mise rapidement en ligne sur notre chaîne YouTube. À mes côtés, Alexandre Imbert de Flank Gestion et Pierre-Jeanne de BNP Paribas. Prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM, DailyFX, ni aucun intervenant ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement lié au risque de trading. Alors, avant de laisser le micro à Alexandre et Pierre, donc je vous rappelle que ce webinaire portera, que cette conférence même portera donc sur des stratégies once d'or et pétrole. J'ai reçu il y a quelques semaines Alexandre Imbert, justement, qui nous faisait part de ses stratégies sur le pétrole. Pour le moment, ça se passe bien, puisqu'Alexandre, je suis visé 40-45 $ le baril. L'objectif a été atteint pour le moment, donc tu nous diras maintenant pour 2016 comment tu vois le pétrole. Pierre également nous fera part de ses stratégies. Je laisse le micro et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser vos questions à Alexandre ou à Pierre sur le chat. N'hésitez pas, ils seraient ravis de pouvoir vous y répondre. À vous messieurs. Merci Yoav. Bonjour à tous et à toutes qui nous suivez aujourd'hui. Voilà, je suis heureux de vous revoir, enfin d'être là pour cette conférence aujourd'hui avec Pierre. Je suis en compagnie donc de Pierre qui est à côté de moi, de la BNP, qui est en salle des marchés. Il va se présenter un petit peu, je crois. Bonjour à tous, donc je travaille chez BNP en tant que Sales Commodities, j'aide toutes les mid et large cap de mon côté sur le territoire français. On va commencer, on va essayer de faire la présentation au complet. Alexandre, tu commences par un petit contexte de marché. Oui, alors bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de vous présenter nos analyses à la fois fondamentales et techniques sur les deux actifs qui sont le pétrole et l'or. L'idée générale, ça va être de tenter de déchiffrer le contexte actuel et pourquoi pas vous permettre d'y voir un petit peu plus clair si on y arrive dans cet environnement qui est quand même assez mouvementé, surtout en ce moment. On va donc justement commencer par une petite remise en contexte. Pour rappel, depuis juillet 2014, les prix du pétrole ont fortement chuté, ils ont perdu plus de 70% de leur valeur. On a touché un point bas justement quand j'étais venu pour la conférence le 20 janvier. On a touché un point bas en dessous des 30 $, c'est-à-dire vers les 27 $, qui a été atteint aux alentours donc du 20 janvier, je crois 21 janvier même. Et depuis, on a un rebond qui nous rapproche de plus en plus des niveaux qu'on connaissait l'année dernière à la même période. Voilà, donc on s'approche des niveaux à 40-45 comme on en avait parlé au début de l'année. Je vais laisser parler Pierre maintenant un petit peu pour recontextualiser la situation. Alors, ce qui est intéressant de noter et qui nous servira pour la suite, c'est les similitudes qu'il peut y avoir entre le crash de 86 et celui de l'année dernière, enfin depuis 2014. Vous aviez à peu près le même départ, l'Arabie Saoudite qui tente de contrôler la chute du baril. C'était sur le courant du mois de juillet 2014, avant d'abandonner à partir de novembre 2014 et de la première réunion de l'OPEP qui a marqué le début de la chute du baril, qui a ensuite engendré une chute de 45% sur 2014, une chute de 56% sur 2015. On est à peu près dans la même situation sur les fondamentaux qu'en 1986. Le contexte macroéconomique aussi est intéressant de comparer. La comparaison se fait entre l'année dernière et cette année. Vous avez l'année dernière, à la même époque, la BCE qui lançait son quantitative easing, quand cette année, Mario Draghi, lors de la dernière réunion de la BCE, a sorti une fois de plus le bazooka en prônant une nouvelle fois l'assouplissement économique. De l'autre côté, la Chine ralentit toujours, les émergents inquiètent toujours fortement les économistes et les opérateurs. Le Brésil, par exemple, est dans une situation qui est pire que l'année dernière. De l'autre côté, vous avez toujours, encore et toujours, malgré ce qu'on pouvait attendre, une augmentation des stocks, comme Alexandre va nous l'expliquer. Alors là, on a deux petits graphiques justement en bas du slide. Le graphique de gauche, c'est les stocks de brut américains, donc en millions de barils. C'est les stocks qui sont les plus suivis par les analystes et les opérateurs de marché. On voit bien d'ailleurs la corrélation négative avec le graphique de droite, c'est-à-dire que quand les stocks augmentent fortement, notamment les stocks qui sont suivis de brut US augmentent fortement, on a l'impression que de l'autre côté les prix chutent. Donc on a déjà une première corrélation négative là-dessus. Donc voilà, pour les indices macro un petit peu sur 2 ans, on voit également que de façon saisonnière, généralement les stocks ont tendance à légèrement baisser en juin
vers le mois de juin. Donc on peut s'attendre à pourquoi pas une petite baisse sur les prochains stocks d'ici 1 à 2 mois. On le voit notamment, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, normalement il y a un halo jaune. On le voit ici, on a une période qui est intéressante sur les stocks et nous là on se retrouve ici. Donc voilà, on va passer à la slide numéro 2 maintenant. Donc je vais laisser qui va en fait contextualiser la production de pétrole brut. Qu'est-ce qu'il en est de l'offre de la production de pétrole en 2015. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à la production hors pays de l'OPEP, excite les États-Unis. C'est intéressant de voir que la production sur 2015 a quand même plutôt bien résisté, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Les raisons sont multiples. Tout d'abord, la production de pays comme le Canada ou la Russie sont beaucoup plus sensibles aux variations météorologiques qu'aux variations de prix. Ça, c'est notamment le cas pour les zones de sable bitumineux au Canada. C'est une des premières raisons. La seconde, qui a toute son importance, c'est les niveaux de couverture. C'est-à-dire qu'en 2015, les ratios de couverture des producteurs mondiaux, et notamment hors OPEP, étaient relativement élevés sur des niveaux classiques entre 50 et 70%. Des couvertures financières qui avaient été mises en place avec des intermédiaires bancaires sur un baril qui était à l'époque sur des niveaux de 90, 100, 110 dollars. Donc des couvertures financières qui ont permis de freiner l'endettement financier relatif et conséquent de la chute du baril, et qui a permis à la production au final hors OPEP de se maintenir, contrairement à ce que pas mal d'analystes avaient pu penser. La troisième raison, et qui est importante, encore une fois notamment au Canada et en Russie, les projets d'exploitation, que ce soit sur les sables bitumineux ou autres, ont des durées de vie, sont des projets de durée de vie de 30 à 40 ans. Donc la rentabilité de ces projets ne se juge absolument pas sur une année ou sur 2 années, mais sur une 30 à 40 ans. Donc la résilience qu'on a perçue et qu'on observe encore aujourd'hui sur les pays hors OPEP vient principalement de ces 4 facteurs, et on aura l'occasion de faire le comparatif avec 2016, et notamment en parlant une nouvelle fois dans quelques slides des ratios de couverture. Alors, donc ça c'était pour les pays hors OPEP, la production hors OPEP. Moi je vais vous parler rapidement de la production OPEP. À noter notamment, pour avoir une petite statistique, que la production de crude oil en 2015 elle a grimpé de plus 1,1 million de barils par jour pour les pays de l'OPEP, pour l'organisation. Les deux principaux contributeurs de cette hausse, et ça on peut le voir sur le graphique qui est en haut à droite sur l'année 2015, j'ai entouré ça par une ellipse, on voit bien que les deux plus gros contributeurs, qui comptent pour presque la totalité de la hausse de production des pays de l'organisation, c'est l'Irak et l'Arabie Saoudite. Alors on voit l'Irak, c'est en rouge, et l'Arabie Saoudite elle est en bleu sur le graphique. Faut pas oublier aussi que l'Iran a fait son grand retour sur le marché. La production actuelle elle est estimée à 2,9 millions de barils par jour pour l'Iran. Le marché price autrement, parce que le marché s'attend à une hausse plus grosse finalement sur l'année 2016. Il price plus 800 000 barils par jour pour 2016. Voilà. Les récentes déclarations, cependant, nous on pense, notamment avec Pierre qui est à la BNP, les récentes déclarations du ministre de l'énergie de l'Iran laissent plutôt penser qu'on pourrait atteindre les 4 millions de barils par jour, donc soit une augmentation au lieu de 800 000 de plus 1,1 million de barils. Donc on s'attend pourquoi pas en 2016 à une augmentation plus forte que ce que le price le marché, notamment sur la production OPEP. Mais ça on en reparlera plus tard, parce qu'on aura un slide sur les prévisions d'offres et de demandes derrière. Donc Pierre va vous parler maintenant de la production US en 2015. Côté US, ce qu'observe très attentivement le marché depuis fin 2014, début 2015, on a quand même perçu pareil, tout comme tous les autres pays hors OPEP, une certaine résistance de l'offre par rapport à ce qu'on avait pu anticiper. Les facteurs sont ceux qu'on a déjà cités, les couvertures financières, mais d'autant plus aux États-Unis, une capacité à réduire les coûts de production. On était sur des moyennes de coûts de production aux États-Unis qui étaient de l'ordre de 60 à 65 dollars le baril sur l'année 2014, qui sont aujourd'hui plus aux alentours, je parle pour les principales zones de production, sur des niveaux de 30 à 35 dollars. C'est la deuxième raison. La troisième, et qui a également son importance, c'est la capacité de refinancement qu'ont eu les majors et les entreprises pétrolières en général aux États-Unis avec les partenaires bancaires. En 2015, les conditions de financement, malgré la repentification de la courbe US, surtout sur des maturités plutôt lointaines, a quand même permis aux banques de prêter à des niveaux relativement intéressants aux entreprises pétrolières, qui leur ont permis de résister, tout du moins temporairement, à l'accroissement de leur endettement. C'est une situation on va avoir l'occasion d'y revenir, qui n'est plus la même cette année, ce qui devrait renforcer la chute de production qui est attendue cette année.
Le dernier rapport de l'UA explique bien un indicateur qui est regardé toutes les semaines, la fermeture des puits qui est publiée tous les vendredis par Baker Hughes, que les puits qui ont fermé au cours de l'année 2015, qui étaient nombreux et encore, on se compte en plusieurs dizaines encore tous les vendredis, sont des puits qui ne représentent pas la grande partie de l'offre américaine. C'est des puits qui ne sont plus rentables, qui sont relativement anciens, et l'impact aujourd'hui qu'on a sur l'offre est relativement limité, comme le montre la hausse des stocks tous les mercredis. Ce qui est important de voir et ce qu'on regardera notamment cette année, ça va être l'effet qu'aura le contexte actuel sur les zones de pétrole beaucoup plus productives et beaucoup plus rentables, notamment certains majors comme Whiting Petroleum ou Continental Resources ont déjà annoncé des diminutions de volume de 10% à 15%, quand de l'autre côté, Exxon BNP Paribas table, elle, sur une baisse de 800 000 barils à venir, sur le postulat d'un Brent entre 35 et 40 $. Ok, donc on va passer maintenant à la slide suivante qui va donc on parlait là de l'offre. On a vu qu'il y a une certaine résistance de l'offre dans les 3 zones géographiques qu'on a citées. Maintenant, on va parler de la demande, de la consommation de pétrole brut. Et quand on estime la consommation de pétrole, on catégorise plus pays OPEP, hors OPEP et US, mais on catégorise plus généralement les consommateurs en 2 zones géographiques qui sont pays de l'OCDE et pays hors OCDE. On voit là notamment sur le graphique qui est en haut à droite que la consommation a nettement augmenté sur l'année 2015. On constate une hausse de 1,3 million de barils par jour. Cependant, on le voit bien, et ça c'est le graphique le montre très bien, que cette hausse de la demande n'a pas été aussi importante que celle de l'offre. On peut bien le constater là. Donc c'est d'où le spread qui s'est créé à partir du Q3 2014, troisième trimestre 2014, et jusqu'au Q4 de 2015 finalement. Beaucoup de pays, notamment, alors comment ça peut s'expliquer? Ça pas forcément de la demande de la consommation pure, mais beaucoup de pays comme la Chine, par exemple, ont participé à cette hausse de la demande. On rappelle que la Chine, c'est le plus gros importateur de crude dans le monde, donc ils ont participé à cette hausse de la demande, notamment avec des achats stratégiques. On peut parler des achats stratégiques de cargo, ce qui a augmenté énormément le niveau de floating storage de la Chine, qui est là pour le moment, il est actuellement historiquement élevé. Donc voilà, on peut expliquer ça par des achats stratégiques. La demande globale a donc été plutôt très réceptive au contexte de prix qu'on a connu en 2015. Elle a augmenté de 2% en moyenne. Dans les pays développés, on a une hausse de la demande qui est à peu près de plus 1,1% en 2015, après une contraction en 2014 de 0,7%. Sur les émergents, on a une croissance qui est toujours relativement bonne, de 2,6 pour 2014 à 2,9 en 2015. Aujourd'hui, toute la difficulté, comme l'a expliqué Alexandre, est de distinguer cette consommation réelle et les achats opportunistes. On sait que la Chine est très friande de ce qu'on appelle le stock peeling, notamment sur les matières premières comme les métaux, notamment le cuivre, mais également sur le pétrole. Et c'est notamment pour ça, et on le verra un petit peu plus tard, qu'on a du mal à voir comment la croissance de la demande pourrait continuer sur ces niveaux-là en 2016, de par des niveaux de stock très élevés dans tous les pays. Donc voilà ce qu'il en est pour la demande et la consommation de pétrole en 2015. On va maintenant s'intéresser à la stratégie de l'OPEP. Quelle est sa stratégie sur le moyen terme, c'est-à-dire à 2-3 ans. Donc ça passe par quoi? D'abord par un maintien temporaire des prix bas. Là où la stratégie de l'OPEP avant était parfois de contrôler les vannes, c'est-à-dire de fermer ou d'ouvrir pour jouer sur l'offre et sur l'offre de pétrole qui en fait va jouer sur les prix, et bien là on se rend compte qu'il laisse plutôt faire la main invisible du marché. À partir de novembre 2014, on rappelle que les membres de l'OPEP s'étaient rencontrés et avaient suivi la ligne que défendait l'Arabie Saoudite. Ils ont décidé donc de ne pas resserrer les vannes. Le quota officiel qui avait été mis à 30 millions de barils par jour, fixé 3 ans plus tôt, d'ailleurs en 2012, a été maintenu alors que le Brent était à 100 $, donc sur des niveaux plutôt hauts, ce qui a eu pour effet donc finalement de faire chuter à partir de cette période-là, ça a fait chuter plus que proportionnellement les cours. Donc les quotas ont été maintenus sur les derniers meetings de l'OPEP. Les derniers meetings, on le rappelle, c'est juin 2015 et décembre 2015. Ils ont toujours maintenu le même quota de 30 millions de barils par jour, et du coup les prix restent drivés par la main invisible du marché. Alors, juste une petite précision, lors de la dernière réunion, justement, c'est ce qui a surpris le marché en novembre dernier.
l'abandon du plafond de production. On est justement en train d'y revenir, on va avoir l'occasion d'en reparler sur toutes les discussions sur les gels de production. La deuxième volonté, qui a été réaffirmée il y a 1 mois et demi de ça par le ministre du pétrole saoudien, c'est d'évincer les producteurs avec des coûts de forage élevés. Il l'a dit, un baril à 10 $ ou 15 $ ne les dérange pas. Ce contexte dérange par contre tous les producteurs qui ont des coûts de forage élevés. Aujourd'hui, la stratégie de l'OPEP est claire, assainir le marché du côté de l'offre en mettant, et il suffit de regarder les niveaux d'endettement des majors américaines qui a explosé. La Russie et les émergents ont réussi tant bien que mal à résister, notamment grâce aux bénéfices de la baisse de leur monnaie, les exportations de pétrole se faisant en dollars. La perte liée à la baisse des prix a été entre guillemets compensée par la baisse des devises exotiques comme le BRL ou le RUB. Mais voilà, la stratégie reste claire, miser sur l'incapacité des concurrents à réduire leurs coûts de production, évincer les producteurs avec des coûts de forage élevés, et l'endettement financier aujourd'hui, la situation financière des producteurs EuroPEP est relativement compliquée, comme va l'expliquer Alexandre, notamment sur le marché obligataire. Voilà, donc on voit que c'est une stratégie qui est payante, finalement, d'avoir des taux bas comme ça, parce que, comme le disait Pierre, ça permet d'évincer les producteurs qui ont un coût de forage trop important. On le voit notamment par un exemple concret, c'est le nombre croissant des entreprises qui sont aujourd'hui au bord de la faillite. On a des défauts de paiement sur les emprunts qui sont en cours, qui se multiplient notamment, on le voit vraiment statistiquement, c'est flagrant. Ça a provoqué donc de sérieuses corrections sur le marché, et notamment sur le marché obligataire high yield américain, où on a de plus en plus de défauts de paiement. Donc la stratégie de l'OPEP est déjà réelle quand on regarde la situation US. Donc voilà, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la stratégie moyen terme. Un petit mot sur le gel de production, on entend parler depuis 1 mois et demi. 2 choses à voir. Le premier qui est important, fondamentalement, le gel de production ne changera rien. C'est-à-dire que, vous le savez, les niveaux de production de janvier sur lesquels souhaitent se mettre d'accord les producteurs OPEP et non OPEP sont des niveaux historiquement élevés. Quand de l'autre côté, l'Iran a déclaré être tout à fait d'accord pour geler sa production à partir du moment où ils auraient atteint au minimum 4 millions de barils par jour. Donc aujourd'hui, le gel de production, fondamentalement sur le physique, ne permettra pas, au contraire, même renforcera le déséquilibre structurel que vous avez sur ce marché, à savoir une offre pléthorique et des stocks historiquement élevés. Par contre, et c'est ce qui a poussé le marché vers le haut, c'est quand même une première depuis une trentaine d'années que des producteurs OPEP et non OPEP, notamment la Russie, se mettent d'accord. Ça fait 3 ans que vous avez des spéculations sur justement des accords entre les producteurs mondiaux, OPEP ou non OPEP, peu importe, et c'est la première fois qu'on note un accord, en tout cas en passe d'être conclu, chose qui a poussé le marché vers le haut, un marché qui aujourd'hui regarde beaucoup plus le contexte macroéconomique et géopolitique global que le marché fondamental. Alors, voilà pour la stratégie de l'OPEP qui est suivie aujourd'hui. On va maintenant on va essayer de faire des petites prévisions sur 2016. Alors donc là on va prendre des petits risques, c'est ce que vous attendez vous les auditeurs à mon avis. Donc la production, comment est-ce qu'elle pourrait se comporter pour 2016? Donc la production premier semestre 2016 a dépassé donc les attentes de l'agence de l'EIA, en fait c'est l'agence internationale de l'énergie américaine. Cependant donc les mouvements s'est ensuite inversé avec une production effective inférieure aux attentes. La production 2016 est attendue en baisse de 810 000 barils par jour pour 2016 et 380 000 barils par jour en 2017. On a une autre analyse qui nous vient cette fois-ci d'un cabinet indépendant, c'est Rystad Energy, qui est basé lui en Norvège et qui est spécialisé sur ce qu'on appelle data intelligence, c'est l'intelligence de données sur le pétrole et le gaz. Lui, ce cabinet indépendant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un épuisement des anciens puits de pétrole qui devrait donc surpasser les nouvelles sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les nouveaux projets en fait. D'autant plus que de nombreux projets, et ça Pierre l'a dit, sont abandonnés à cause d'une rentabilité qui est insuffisante, notamment dans un contexte actuel où les cours sont bas et ne permettent pas d'avoir une rentabilité assez forte. Les données donc, notamment qui sont relevées par ce cabinet
prédisent surtout une balance d'approvisionnement qui passera dans le négatif dès l'année 2016, donc dès cette année-là. Normalement, ce serait pour le deuxième semestre de 2016, et ce pour la première fois depuis de nombreuses années. Donc c'est très important comme données parce que voilà, on va avoir un gap négatif là-dessus. Les chiffres donnés pour 2016 sont, suivant le champ actuel, vont perdre en production environ 3,3 millions de barils par jour, tandis que les nouveaux champs, comme je le disais juste avant, combleront qu'à hauteur de 3 millions de barils par jour. Donc on aura un déficit de 300 000 barils par jour. Je vous interromps quelques secondes parce que justement j'ai une question. D'ailleurs, mes chers auditeurs, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des graphiques sur le pétrole ou l'or. Alexandre et Pierre seraient ravis de pouvoir vous donner, en tout cas de pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Une question qui me vient à l'esprit, on s'est rendu compte, bon, mis à part cette semaine où il y a eu un fort stockage hebdomadaire aux États-Unis, on a appris un mercredi avec les chiffres du département de l'énergie, on s'est rendu compte la semaine passée, il y a 2 semaines, 3 semaines, ces dernières semaines, malgré un restockage finalement supérieur à ce qu'attendait le consensus, le cours du pétrole s'est quand même mis à progresser. Est-ce que selon vous c'est un signe du marché acheteur, je dirais, un mouvement haussier solide, justement puisque au final les fondamentaux optaient pour une baisse du cours, mais le cours a progressé. Comment expliquez-vous en tout cas cette réaction du marché? Alors, je dirais juste qu'on est passé de toute façon, avant de laisser répondre Pierre plus spécifiquement sur les stocks, je dirais qu'on est passé sur une tendance généralement haussière, hein. On l'a vu, on a eu un double bottom, on est repassé, on va le voir après sur l'analyse technique plus, mais fondamentalement, moi je pense que le marché est acheteur. C'est pour ça qu'on peut réagir inversement au stock. Alors ça n'a pas été le cas cette semaine, mais comme tu le disais, la semaine passée, quand on a eu des stocks qui étaient significativement plus hauts que le consensus, que ce qu'attendaient les analystes, eh ben, on a eu des cours qui ont quand même progressé. Je laisse Pierre répondre peut-être plus sur le côté stock et technique. Au-delà du technique, au-delà du fondamental, ce qu'il faut regarder et faire la comparaison avec l'année dernière, qu'est-ce qui a porté les cours vers le haut malgré un restockage relativement important, des niveaux de stock à plus 9 millions quand on en attendait plus 3, la macroéconomie, c'est-à-dire que vous avez la BCE qui a encore une fois dit qu'elle était prête à laisser la caisse sur le trottoir pendant des années pour que les entreprises se servent. Aujourd'hui, il suffit de regarder l'année dernière. À partir du moment où la BCE a lancé son QE, les cours ont repris 14 dollars en 12 séances fin janvier, début février l'année dernière. Le parallèle et la comparaison est vraiment à faire. On va le voir sur le chartisme. En effet, la tendance baissière dans laquelle on s'inscrivait est terminée. On a ensuite enchaîné avec un mouvement de consolidation horizontale entre 33 et 39 dollars le baril avant de casser les 40. Aujourd'hui, la résistance de 42,50 fait foi sur le Brent, sur le premier futur de référence. On risque, en cas de cassure de ce niveau, d'aller rapidement plus haut, comme on avait pu aller rapidement plus haut l'année dernière. Alors on va rapidement maintenant passer aux prévisions de la demande maintenant, mais on va faire rapide hein, pour passer le plus rapidement possible sur de l'analyse technique parce que c'est ce qui vous intéresse le plus à mon avis. Juste rapidement, on prévoit une augmentation de la demande globale de produits pétroliers et autres combustibles sur l'année 2016. Respectivement pour 2016 et 2017, ça devrait faire plus 1,1 et plus 1,2 millions de barils par jour. C'est une estimation qui est en baisse par rapport notamment au précédent rapport de l'EIA qui voyait plutôt une hausse de 1,4 million sur les 2 années. Cette revue à la baisse, ça montre quoi? Ça montre finalement que les estimations de croissance de la demande sont difficiles à estimer puisque même des agences qui sont spécialisées ont du mal et revoient régulièrement à la baisse ou à la hausse sur différents rapports. Voilà. Aujourd'hui, fondamentalement, deux choses vont être regardées. La demande à partir du Q2, Q3, 16, qui sera très dépendante, encore une fois, des conditions météorologiques. Vous avez, Alexandre l'a expliqué en début, un facteur très saisonnier, que ce soit l'hiver, on arrive sur deux années de suite sur lesquelles on n'a pas connu d'hiver en Europe. Les États-Unis en avaient connu notamment sur le Q1 2014. C'est un facteur qui malheureusement pèse sur la demande mondiale. On s'attend à une croissance de la demande relativement faible en 2016, de par le fait que les achats stratégiques ont été faits en masse l'année dernière, les points de relais que pouvaient représenter les émergents ne sont plus là. Donc aujourd'hui, la demande risque de peiner. Quand de l'autre côté, et c'est pour terminer sur la slide précédente, on attend une baisse notable de l'offre américaine à partir du Q2, Q3, 16, qui, en plus de cassure d'éléments techniques, pourrait renforcer le mouvement haussier dans lequel on se trouve actuellement. Alors juste je réagis sur le slide qui était en ligne il y a quelques secondes. Comme vous le dites, merci. Il y a donc
selon l'AIE, une demande qui devrait atteindre 96 millions de barils. Donc, j'imagine que c'est plutôt bon signe pour le cours du pétrole en 2016. Ça devrait pousser à la hausse, donc d'accord. Bah, on a des mécanismes de marché qui sont simples, hein. Les mécanismes d'offre et de demande qui viennent fixer le prix. Finalement, moins vous avez d'offres, plus il y a de demandes. Ça va tirer forcément les prix vers le haut, fondamentalement. Ça veut pas. Après, il y a le technique qui arrive dessus. Aujourd'hui, le facteur qui est regardé par les traders et les opérateurs du monde entier, le vrai point de départ d'une hausse bien construite des prix du pétrole, au-delà des hausses techniques, sera une baisse de l'offre de pétrole, notamment côté US. La demande est à peine regardée aujourd'hui, quand de l'autre côté, on le voit bien sur les séances du vendredi, les évolutions de l'offre américaine font énormément fluctuer les cours et rapportent de la volatilité, une volatilité sur le pétrole qui aujourd'hui est sur des niveaux de 45-50, ce qui reste un niveau très élevé en comparaison aux 10 dernières années. J'imagine, ce que je veux dire va dans votre sens avec également la fragilité du dollar. Malgré un rebond de court terme, le dollar risque d'être fragilisé à moyen terme par la politique finalement moins hawkish de la Fed, donc moins belliciste, plus dovish, plus accommodant de la Fed qu'anticipé en décembre. Donc j'imagine que ça devrait également soutenir les marchés, comme vous le disiez. Le pétrole qui compte au dollar, donc ça pourrait également soutenir la demande. Alors j'ai une question également qui me vient à l'esprit. Selon vous, quel impact peut avoir justement les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, sur le cours du pétrole? Est-ce que cela peut être positif, comme on l'a vu il y a quelques années, avec notamment le conflit dans l'Est entre la Russie et l'Ukraine qui avait tendance à soutenir les cours du pétrole? Est-ce que selon vous, les tensions actuelles au Moyen-Orient peuvent être positives entre guillemets pour le cours du baril ou plutôt justement peuvent mettre sous pression le baril de pétrole? Je commence rapidement avant Pierre. Deux choses l'une, hein. C'est que en effet, si on a un conflit armé, on sait ça peut tirer les prix vers le haut. Bon, ça, on en avait déjà parlé le 20 janvier. Je pense qu'après, s'il n'y a pas, si l'organisation notamment de l'OPEP ne se met pas d'accord, comme on le voit, le Venezuela et l'Iran n'avaient pas toujours été d'accord pour suivre le lead de l'Arabie Saoudite. Si on a vraiment un désaccord qui se met en place dans ces cas-là et que l'Iran ne respecte pas les quotas de production, par exemple, s'il n'avait pas respecté les quotas de production qu'il y avait avant, là ça peut tirer les prix vers le bas. Mais comme l'Iran a quand même une capacité de production qui est réduite par rapport à d'autres pays producteurs, je pense que ça peut plutôt tirer vers le haut et c'est pour ça que moi je suis plutôt bullish sur les prix du pétrole. Aujourd'hui, et depuis 2 ans et demi, le marché a peine et a très peur de repricer une prime de risque. Il suffit de regarder ce qui s'est passé début juin 2014. L'État islamique avançait progressivement vers l'Arabie Saoudite. Là, on était sur une vraie tension géopolitique qui pouvait concrètement toucher les prix du pétrole. Aujourd'hui, les conflits géopolitiques qu'on a, notamment au Moyen-Orient, n'inquiètent pas fondamentalement les investisseurs qui, aujourd'hui, ne pricent absolument pas cette prime de risque. Ce qui veut dire que la moindre escalade du conflit ne peut aller que dans le sens d'un soutien au prix du pétrole, en aucun cas une baisse, puisqu'aujourd'hui la prime de risque n'existe pas. Alors justement, puisque c'est interactif, il y a une question de la part de visiteurs sur le chat qui demande si le pétrole finalement va-t-il consolider avant de repartir à la hausse, ou selon vous ça peut être une hausse directionnelle? Puisque clairement, vous êtes aussi sur le cours du pétrole, vous allez confirmer. D'ailleurs, vous allez nous donner également vos objectifs de cours dans la partie technique qui arrive dans quelques secondes. D'ailleurs, juste après cette question, on passe à l'analyse technique. Le marché risque de consolider, on l'a vu, la première marche, on a remonté les 30, on a consolidé entre 31, voire même entre 32 et 39, je parle toujours sur le Brent. Là on a un range de consolidation qui est quand même beaucoup plus étroit, on risque de consolider moins longtemps qu'un mois et demi qui a été la période de mi-janvier jusqu'à fin février, voire même plutôt début mars. Le trend aujourd'hui dans lequel sont inscrits les cours du pétrole sont bien haussiers, sauf que pour le moment, et on va le voir juste après, la résistance des 42,50 fait le job. L'évolution de la parité euro-dollar ne joue plus le rôle d'arbitre comme ça a pu être le cas pendant 2 ans, de par le fait qu'aujourd'hui les amplitudes d'évolution sont beaucoup plus faibles. On passe pas d'un euro-dollar à 1,40 à 1,3950 à la fin du mois de mai 2014 à 1,05 en l'espace d'une dizaine de mois. On est plutôt sur un range de consolidation entre 1,08 et 1,14, ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'impact qu'on peut avoir sur les prix du pétrole et les corrélations qui existent ne sont plus le cas. Aujourd'hui, on va consolider, on monte en escalier, ce qui est une bonne chose durablement, puisque ça permet d'avoir une hausse qui est bien construite, contrairement à celle qu'on a connue l'année dernière. Donc on risque en effet de consolider un petit peu pendant quelques temps.
Alors là, vous avez comme slide juste les prévisions de l'EIA, hein. Donc on voit que eux aussi sont plutôt haussiers. On va passer sur cette slide assez rapidement pour passer à la partie technique. Juste rapidement, ici, on a le consensus des analystes Bloomberg pour l'année 2016. Comme vous pouvez le voir, personne ne voit les prix en dessous de 25 dollars. Donc on ira a priori pas chercher selon les analystes, hein, après, voilà. Et puis le graphique parle de lui-même. Donc on va passer vite pour aller aux techniques. Je crois que Pierre veut juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, le worst case, les prix redescendent en dessous de 30 dollars, l'endettement des majors va crasher. De l'autre côté, vous aurez des producteurs qui seront obligés d'avoir des coupes de production. On le voit déjà en Amérique du Sud, la Colombie, le Venezuela et le Brésil ont baissé leur production. Aujourd'hui, un baril qui retourne en dessous de 30 dollars, c'est un ressort qui risque de se retendre très fortement et plus rapidement que prévu dans l'autre sens. L'assainissement du marché n'a pas besoin de passer nécessairement par ce prix. Par contre, aujourd'hui, il y a un réel besoin de rester entre 40 et 45 pour assainir le marché du côté de l'offre. Alors, une nouvelle question de la part de visiteurs, peut-être un autre visiteur, hein. Donc bonjour, vous semblez accorder beaucoup d'importance au stock de pétrole. Or, vous avez certainement entendu parler cette semaine de la polémique qui vise à discréditer la fiabilité de ces derniers. Réaction de la part de Pierre ou Alexandre. Bah, écoutez, il faut bien se raccrocher à quelque chose, hein. C'est comme on l'a souvent dit, les chiffres macroéconomiques chinois sont faussés. Bon, écoutez, il faut quand même bien suivre de temps en temps ce qu'on nous dit. On ne peut pas faire autrement. Donc oui, on accorde de l'importance au stock de pétrole parce qu'on voit qu'il peut y avoir une corrélation inverse. Donc on ne va pas les prendre en compte. Ce serait pour moi pas une bonne façon de faire, en tout cas. Et de toute façon, si je peux ajouter quelque chose, c'est un moment finalement, c'est le pic de volatilité hebdomadaire sur les stocks de pétrole. Donc de toute façon, c'est un moment à prendre en considération. C'est un moment à prendre en considération car on voit il y a énormément de volatilité sur les cours du pétrole chaque mercredi à 16h30, 15h30. En ce moment, c'est la dernière semaine avec le changement horaire américain. Alors on passe à l'analyse technique et après on parlera de l'or. S'il nous reste du temps, on va aller vite puisqu'il nous reste plus qu'une demi-heure. Donc messieurs, je vous redonne le micro. Un peu moins d'une demi-heure même, donc on va passer vite sur l'analyse technique, puis rapidement une analyse technique sur l'or et après on passera aux questions. On le voit, le pétrole a cassé depuis mi-février, début février, le trend baissier dans lequel il était inscrit. Le canal baissier a été nettement cassé à la hausse. On est aujourd'hui dans un range relativement pentu dans lequel on a essayé de sortir, on a essayé que ce soit par le haut ou par le bas. Aujourd'hui, clairement, on le voit sur le graphique qu'Alexandre nous montre maintenant. Le niveau de 42,50 fait résistance et sera l'indicateur, le seuil technique à casser avant d'aller plus haut. La hausse derrière peut être relativement rapide et on va utiliser d'autres analyses pour justement pouvoir essayer d'anticiper un petit peu les fluctuations que ça pourrait engendrer. Alors là, on est sur du journalier, hein. On a décidé de le faire plutôt en journalier parce que c'est intéressant en H4 aussi, hein. Voilà. Donc comme on parle de tendance, on préfère prendre une unité de temps qui est un peu plus grosse. Je sais qu'il y a pas mal de scalpers, de personnes qui font du trading avec des unités de temps plus petites, mais voilà, pour voir les tendances, on a préféré le faire en DI. De toute façon, aujourd'hui, comme vous savez, les CFD sur matières premières ne codent pas puisque les marchés sont fermés, mais c'est intéressant justement d'avoir aussi cette vision swing, hein, de toute façon. Et ce qui est intéressant, ce que je remarquais ce matin, j'en parlais à Vincent, c'est que finalement, le cours a été sous pression pendant 2-3 jours, hein, depuis la publication des stocks mercredi. Et on voit que réaction sur le premier même niveau, hein, première zone d'inversion de polarité, proche des, comme vous l'avez mis, entre 37,50 et 38, mèche haussière. Et d'ailleurs en H4, alors vous avez peut-être un graphique qui va venir, mais en tout cas en H4, il semble y avoir également dans l'esprit en tout cas, une ligne pénétrante qui est une figure de retournement haussière. Donc en effet, on peut s'attendre à un rebond également qui correspondrait à la partie inférieure de ce canal ascendant. Donc en effet, à court terme, vu comme ça me paraît plutôt haussier. On va passer peut-être à une analyse Ishimoku que nous ont préparé Pierre et Alexandre. Voilà, une belle analyse Ishimoku où le cours traverse le nuage. Voilà, hein, il y a sûrement d'autres experts Ishimoku ici. On voit que la lagging span avait traversé le nuage. Pardon, je crois qu'il y a Yoav qui met une question ou un graphique. Je crois qu'on a des graphiques qu'on va vous montrer après des auditeurs. On voit ici qu'on a traversé le nuage, donc c'était au niveau du haut de la bougie, de la grosse bougie journalière ici. Donc ça n'a pas encore. On a une résistance, hein, qui est ici. Et
voilà, on a tout à fait une première réaction dessus. Donc on voit que là, on est passé vraiment en tendance haussière, à mon avis, sur du plus long terme. Pour moi, c'est assez intéressant de le voir ici, parce qu'on est dans un moment qui est vraiment intéressant. On est soutenu, ouais, comme le dit Yoav, on est soutenu aussi par la Tenkan. Donc on est sur des niveaux qui vont être à observer assez bien. Mais pour moi, il n'y a pas de raison que cette hausse soit annihilée en tout cas. Donc voilà, je vois vraiment le cours continuer dans cette position. Il faut, à mon avis, il faut confirmer par une bougie haussière dans les prochains jours quand même. Alors, il y a Discalex qui nous met également son analyse graphique sur le cours du pétrole, qui dit qu'il vise 49 dollars en swing en juin 2016. Cela vous semble-t-il cohérent? J'imagine que oui, puisque vous êtes aussi donc 49 avec cette fourchette d'Andrews. En effet, les 49 qui correspondraient finalement à cette extension de Fibonacci, c'est cohérent, je pense qu'on est tous d'accord. Cohérent en plus d'un point de vue chartiste, quelle que soit l'analyse technique utilisée, et d'un point de vue fondamental, la hausse de la demande estivale va correspondre à une baisse normalement des stocks qui poussera en plus de la cassure d'éléments techniques les prix vers le haut. D'accord. Alors on va avancer un peu, il y a quelques questions, on va y revenir. Juste, on avance parce qu'il y a également de l'or à parler, je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'or. Juste un dernier graphique avec finalement des bandes de Bollinger. Alors, on a fait le choix de rester en daily. C'est aujourd'hui une analyse qui est très regardée par les opérateurs mondiaux. Il suffit de regarder ce qui s'est passé entre juin 2014 et fin janvier l'année dernière. Les cours évoluaient toujours en dessous les mêmes 20 jours avant de casser à la hausse et de prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, 13 dollars à peu près, 13-14 dollars sur le Brent en 12 séances. On a un mouvement qui est relativement similaire. On a les cours qui étaient bloqués et enfermés entre la bande inférieure de Bollinger et la MM 20 jours jusqu'à mi-février, fin février, avant de la casser à la hausse, et la hausse technique qui a été provoquée derrière, puisqu'elle n'a encore une fois pas été provoquée pour des raisons fondamentales, a été aussi puissante en termes de pourcentage que celle qu'on a pu connaître l'année dernière. Alors ce qu'on va faire, mes chers auditeurs, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le chat. Vu que l'heure passe et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le pétrole et également des questions qui viennent de tomber sur le pétrole, on va continuer sur le pétrole, et si jamais il n'y a pas le temps pour l'once d'or, je réinviterai Pierre et Alexandre qui viendront dans le cadre d'un Commodities Market Report spécial once d'or. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on s'attarde sur le pétrole, parce qu'il y a énormément de choses à dire, c'est l'actualité, le pétrole guide les marchés depuis plusieurs semaines, depuis de nombreuses semaines. Donc pour le moment on continue sur le pétrole avec une question de la part de Homer. Donc, qui demande, quand on regarde dans le passé les prédictions de l'AIA sur les prix, peut-on encore leur faire confiance? Peut-on encore faire confiance aux prévisions de l'AIA? Alors très bonne question, il suffit de voir le nombre de révisions qu'il y a eu et le comparatif qu'on pouvait noter entre les prévisions d'il y a 2 ans, il y a 1 an, avec celles qui sont remises à jour tous les mois de janvier. On vous l'a mis, je me permets du coup de revenir sur les prévisions de l'EIA. Vous aviez là justement sur cette slide la prévision de l'offre et de production de l'EIA. Il suffit de regarder en rouge les nouvelles projections qui ont été émises février 2016 contre celles en bleu qui avaient été mises 6 mois auparavant au mois de juillet. Aujourd'hui non, faire confiance à l'EIA mot pour mot n'est pas une bonne chose. En revanche, il suffit de voir les impacts qu'ont chacune de leurs déclarations à chaque fois que la news tombe sur Bloom ou sur Reuters. Malheureusement ça reste un driver du marché qui donne les grandes tendances. Après ça reste un élément parmi tant d'autres. Croire les prévisions non, par contre négliger l'importance des déclarations de l'EIA peut être dangereux, dans le sens où chaque news est suivi d'un mouvement relativement ample. On enchaîne, d'autres questions, d'ailleurs, et des graphiques qui viennent d'arriver également. Question de la part de Tony. Alors, que serait d'un point de vue fondamental le juste prix du baril à l'image des divers calculs pour le prix d'une action? bonne question, très bonne question. Je laisse répondre les spécialistes du fondamental. Très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'univers du marché du pétrole n'est plus ce qu'il était avant. Au-dessus de 115, 120, on savait qu'il fallait vendre. En dessous de 100, on rachetait. Un baril à 100 dollars n'est absolument plus d'actualité. Aujourd'hui, au vu des niveaux de production et de ce qui s'est passé ces dernières années, un baril à 80 dollars n'est absolument pas justifié, puisqu'il permettrait aux Américains et à d'autres producteurs de reprendre des niveaux de production bien trop élevés en comparaison à la croissance de la demande.
aujourd'hui un niveau moyen, un équilibre de marché, en tout cas tout du moins pour moi, à horizon 2017, serait un baril qui oscillerait entre 52 et 60 dollars le baril. Je vais laisser Alexandre donner son avis. Moi je suis tout à fait d'accord, je suis plus sur le niveau des 60 à 2017. Après voilà, il va y avoir des variations entre temps. Je le vois un peu plus haut que le consensus Bloomberg. En tout cas, moi je le vois plus sur les 60. Je rejoins complètement ce que dit Pierre sur cette question en tout cas. Alors, une autre question très intéressante de la part de visiteurs. Alors, qui demande en général quel modèle économétrique utilisent ces agences. C'est une très bonne question à laquelle il faudra trouver réponse, mais malheureusement je ne l'ai pas. On peut vous répondre plus tard. Voilà, je pense que là, moi, j'ai pas la réponse non plus. On mettra ça en ligne et puis avec des commentaires, on va essayer de vous donner la réponse. Parfait, on enchaîne puisqu'il y a un autre graphique. Alors, il y a un autre graphique de la part de Flash. Alors, voici le graphique de notre cher Flash. Il ne faudrait pas attendre le franchissement de la MM200 en journalier. Merci en effet, puisque on va comme le montrer Vincent, la moyenne mobile à 200 pour le moment couvre les cours, sert de résistance. Je pense que c'est un niveau à surveiller en effet. Mais je laisse répondre, messieurs. Bah, ça va complètement dans le sens, à mon avis, on peut commencer à acheter sur ces niveaux-là. Oui, pourquoi pas attendre. Ça va de toute façon dans le sens où on va aller toucher les 42,50 à un moment ou un autre. Donc moi, je pense que oui, on peut attendre ce niveau-là, parce que après, ça dépend quand est-ce que vous vous placez sur le marché. Il y en a qui attendent d'avoir beaucoup de confirmations. On l'a vu, ça dépend aussi de votre profil d'investisseur. Moi personnellement, je prendrais un peu plus de risques. J'irai tout de suite. Enfin, j'irai sur des niveaux qui sont. Après, il faut regarder différents intervalles de temps, hein, bien sûr, mais je pense que j'attendrai pas forcément ça. De toute façon, à court terme, je pense qu'on est sur un niveau un peu décisif, puisqu'à la fois on est sur la partie inférieure de ce canal, et en même temps le cours a réagi sur la MM200, mais en même temps on voit qu'également que le marché tente un rebond sur ce seuil d'inversion de polarité. Donc avec cette mèche, cette mèche assez relativement longue baissière, ce qui potentiellement pourrait être signal de rebond du marché. Donc je pense en effet que les prochaines séances pourraient être intéressantes, puisque soit le marché se maintient dans ce canal ascendant, soit tout simplement il le casse. Auquel cas le risque, ce scénario serait invalidé à court terme du moins. Et à court terme, en effet, la consolidation pourrait se poursuivre jusqu'au 35 par exemple, jusqu'à ce niveau. Pierre, peut-être, pour ajouter quelque chose. Une information importante pour les semaines à venir, même si l'impact qu'on constate tous les mercredis n'est pas celui qui va forcément dans le sens du fondamental. Les raffineries américaines vont rentrer en période de maintenance sur le mois d'avril, des périodes de maintenance qui vont être par rapport à la moyenne des 5 dernières années beaucoup plus élevées que la normale, tout simplement parce que les niveaux de prix l'année dernière ont incité les raffineurs et les marges de raffinage étaient très bonnes à raffiner énormément, à écourter énormément leur période de maintenance. Donc vous allez avoir des raffineurs qui de l'autre côté vont beaucoup moins raffiner, le crude sera beaucoup moins consommé que ça a pu être le cas depuis les 3 derniers mois, donc vous allez avoir normalement, logiquement, des niveaux de stock qui vont continuer de monter, les consensus étant souvent relativement bas, risque d'être trompés à la hausse. Alors moi j'ai une question, puisque j'en parle souvent chaque matin, puisque je parle du pétrole, mais également d'une devise qui est positivement corrélée au cours du pétrole. C'est le dollar canadien, puisque le Canada est le 5e exportateur de pétrole. Du coup, j'imagine que vous êtes plutôt haussier sur le dollar canadien moyen terme en 2016. Vous voyez comment cette devise? Est-ce que vous la suivez? Comment vous la voyez-vous? Alors moi je vais me référer aux indices macro qu'on a eu récemment, notamment avec une croissance qui était supérieure au consensus. Donc à partir de là, on peut partir sur, ouais, pourquoi pas une hausse du dollar canadien. Et comme en effet, comme tu l'as dit, il y a une corrélation avec les cours du pétrole. Donc ça va encore dans le sens de la tendance haussière au niveau du pétrole. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs, on le voit, qui se mettent en ligne de mire. Et donc on peut avoir vraiment une vision un peu plus globale. Pour moi, c'est de la tendance haussière sur du moyen long terme. Donc voilà. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Si vous voulez, on peut commencer à parler un peu de l'once d'or, si vous êtes d'accord, messieurs. On va avancer. Je vous laisse mettre le slide. Donc, n'hésitez pas en même temps si vous avez des questions sur l'once d'or, par exemple. Voilà, donc alors, rapidement, on va passer à l'analyse technique. Pour les fondamentaux, on recevra Pierre et Alexandre la prochaine fois dans le Commodities Market Report.
Un graphique, une analyse Ishimoku en H4, en unité de temps 4 heures donc sur le cours de Lonzor. Pouvez-vous l'interpréter s'il vous plaît? Je donne le micro à Alexandre. Bon bah là on l'avait vu, hein, on a une vision assez globale. On était revenu, on avait eu un petit pullback ici sur le Fagnon au début. Maintenant on est redescendu assez significativement. On est de l'autre côté du nuage au niveau d'Ichimoku, en dessous de la Tenkan et de la Kijun. On pourrait aller chercher les 1200, même si on voit que sur ces niveaux-là il y a quand même une résistance assez intéressante. Je l'ai pas mise, je l'ai pas dessinée sur ce graphique là, mais elle existe. Je pense qu'on peut en effet se rapprocher assez significativement des 1200 en fait pour une once. Après voilà, moi je reste quand même, je reste encore une fois sur l'once d'or sur une tendance haussière tout simplement parce que pour moi il y a une corrélation notamment avec les marchés boursiers parce que on sait très bien l'or reste une valeur refuge, vous le savez aussi, et que je pense que sur le long terme on va avoir une correction majeure sur les indices boursiers. C'est encore à titre personnel que je vois ça, mais pourquoi pas aller chercher des niveaux proches de 1200 pour passer à l'achat et ensuite à mon avis on va être sur une tendance haussière. La tendance haussière qui est aussi confirmée par le fait que on attendait 3 à 4 hausses de taux du côté des États-Unis. Aujourd'hui, le marché, il suffit de regarder sur la courbe US, ne price plus qu'une hausse à venir cette année. Nous, personnellement, on n'en voit aucune sur 2016. C'est un facteur qui a plutôt tendance à affaiblir le dollar et qui risque de profiter alors dans un contexte macroéconomique mondial qui inquiète, que ce soit du côté des émergents ou du côté chinois, où aujourd'hui aucun signe de stabilisation de son économie, notamment en raison de l'immaturité du marché boursier chinois, n'est visible. Donc là on est passé sur un graphique en journalier sur l'or. Voilà, on a les bandes de Bollinger encore une fois avec le RSI. Bon, je vais laisser Pierre commenter puisque c'est plutôt sa spécialité. Je crois qu'il y a Yoav aussi qui veut dire quelque chose. En effet, à court terme, ce graphique met bien en évidence, je dirais, le risque baissier. Donc moi j'ai montré dans mes différents graphiques et articles avec la cassure finalement du seuil à 1230 $. Mais ce qui est intéressant également sur ce graphique, je pense que vous me direz ce que vous en pensiez, c'est que d'abord il y a une sortie par le bas de Bollinger, donc un support potentiellement qui est en train d'être cassé, avec des bandes de Bollinger qui divergent. Donc on sait que ça peut être également un signal finalement de poursuite baissière potentielle, au moins à court terme. D'autant plus que finalement le momentum baissier s'accélère, je dirais, puisque l'indicateur RSI passe sous le seuil 50. Bon, à court terme, messieurs, vous êtes plutôt baissier, j'imagine. Et si oui, à quel moment le cours, selon vous, pourrait rebondir, si rebond il doit y avoir? Alors c'est toujours difficile de donner une date, mais en effet ouais, on doit se mouiller. Bon bah on va se mouiller alors. C'est toujours difficile de donner une date, n'empêche qu'on est dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une stratégie où on va continuer cette tendance baissière à court terme. On a un risque baissier à court terme, mais voilà, à mon avis, je vais le dire, je vais essayer de me mouiller. Pourquoi pas aux alentours du 10 avril, on serait sur un rebond, voilà, sur une durée. C'est très difficile, non, sincèrement, c'est très difficile de donner une date là-dessus, mais voilà. Le niveau de réaction qui peut être intéressant à regarder, hein, on devrait s'approcher. Alors, le 1200 est le point de support qui pour moi est le plus intéressant. Malheureusement, je ne suis pas certain qu'on aille le voir et on risque peut-être de louper le train si on ne le prend pas. Pour moi, tout arrivé sur des niveaux de 1200, 1215, 1210 peuvent être achetés sans forcément un énorme effet de levier en attendant des confirmations du retour de la tendance haussière. Après, on le dit souvent, il faut regarder les prix. Faut vraiment regarder le prix, regarder comment, s'il y a un retournement, si on arrive à avoir un retournement de tendance, faut vraiment être attentif. C'est mieux si on est si on suit vraiment le cours au jour le jour et qu'on se familiarise avec ça. Même voilà, vous qui peuvent être des scalpers ou je sais pas, vous le regardez à la minute le cours, bah, c'est comme ça qu'on aura une meilleure idée d'un retournement de tendance et de trouver vraiment le niveau. Je rejoins Pierre, moi j'avais dit plutôt 1200, mais pourquoi pas 1205, 1210, ouais, pour pas rater le train. Je dirais que le niveau à 1200 me paraît, en tout cas personnellement me paraît pertinent, puisqu'on sait également que c'est un chiffre entier, un chiffre rond, un nombre rond même.
Donc on sait que ce sont des seuils souvent recherchés, des prix souvent recherchés par le marché. On sait qu'il y a souvent des réactions, des reflux. Donc en effet, 1200 selon moi est le pivot à surveiller, à court terme, je pense, en tout cas court moyen terme, sur le cours de l'once d'or. Alors un graphique de la part de Tony. N'hésitez pas justement à nous envoyer nos analyses graphiques, on est ravis de pouvoir les commenter avec Pierre et Alexandre. Donc Tony sur l'once d'or en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, en effet, il y a le cours teste la partie supérieure de ce canal. Finalement, donc ce canal qui sert à présenter l'inversion de polarité. En effet, cela correspond finalement à un rebond sur les 1200, qui correspondrait également à ce canal hebdomadaire, qui est bien vu de la part de Tony, ce qui renforce finalement l'importance de l'idée en tout cas de surveiller ce niveau à 1200. Alors c'est très pertinent comme graphique, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, on ne l'a pas fait pour des raisons de temps, mais en effet là on voit qu'on peut retracer vers les 1390-1400, et je pense que bon là on est sur du long terme en effet, mais ça correspond parfaitement à la stratégie qu'on vient de donner. Donc selon toi Alexandre, en 2016, peut-être fin 2016, est-ce qu'on pourrait atteindre la target, l'objectif de Tony à 1390 $? Et Pierre, tu nous donneras également ton avis. Bon, bien sûr, en trading tout est possible, mais est-ce que selon vous, il y a une bonne probabilité de chance pour que le marché aille chercher les 1390, qui est l'objectif théorique, donc c'est très bien vu, un très beau graphique de la part de Tony. Après, on sait que le cours de l'or est très très réactif au retournement de marché. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est possible qu'il atteigne ces niveaux-là à fin 2016 si on a un retournement de marché majeur sur les marchés actions notamment, et puis aussi si les cours du dollar vont jouer. Mais c'est possible, moi je le mettrais plutôt à mi-2017. Mais voilà, tout va dépendre. Si on a une correction majeure sur les marchés boursiers, en effet c'est tout à fait possible. L'objectif de 1390, pour moi en tout cas, me paraît un petit peu élevé pour le moment. En revanche, repasser entre 1315 et 1350 me paraît plus cohérent, de par en tout cas pour ma part, et c'est le cas de l'essentiel des analyses de la place, une faiblesse du dollar pour voir une parité, notamment euro-dollar, aller chercher les 1,14, 1,15 courant d'année. Alors, comme dit Tony, le marché action il guidera, mais si je peux juste ajouter une petite précision, il est vrai que à très court terme, bon, déjà, pour restituer le contexte rapidement, en début d'année, on a eu carrément un bear market avec des marchés qui s'effondrent pour le coup, et l'once d'or qui en profite énormément. Mais là, c'est vrai qu'à court terme, on voit que l'once d'or finalement réagit à l'évolution du dollar qui a rebondi cette semaine. Alors, c'est du très court terme, ça n'a rien à voir avec le swing, mais en tout cas, cette semaine, on a vu un dollar qui a rebondi. Et d'ailleurs qui continue de rebondir avec notamment la révision à la hausse du taux de croissance aux États-Unis qui est tombé il y a quelques heures, malgré finalement un marché américain et européen qui consolide. Donc il est vrai que finalement le marché de l'or se concentre sur deux éléments fondamentaux majeurs. En effet, le climat d'aversion au risque avec les marchés actions et d'autre part avec l'évolution du dollar, puisqu'ils sont tous deux inversement corrélés. Alors, juste avant de vous quitter, deux, trois petites questions qui sont tombées, donc notamment sur le pétrole. Omer qui demande, et le pic du pétrole est où est le pic du pétrole et combien de contrats papier pour le baril physique? Alors, pour les contrats papier, ce que je peux vous dire, mon cher Omer, c'est simplement en tout cas que chez FXM, 1000 CFD correspondent à 100 barils. Donc voilà. Bon, déjà, ça c'est pour la deuxième partie de la question. Et le pic du pétrole, où est-il? Est-ce qu'il y a un pic? Est-ce que selon vous, on peut avoir un pic du pétrole à moyen terme? Rapidement, car le prochain intervenant est presque prêt. Il interviendra dans quelques minutes. Le pic de l'année dernière, on avait été chercher quasiment, pour moi de mémoire, à 69,92 sur le First Month Contract sur le Brent. Aujourd'hui, on en est loin. La hausse n'est pas aussi puissante que pour le moment que celle qu'on a connue l'année dernière. Le chemin est encore long. Un pic annuel sur des niveaux de 55-60 me paraît plus cohérent. Alors moi je le verrai un petit peu plus haut, c'est-à-dire que j'irai choisir un pic annuel à 65. Tout simplement parce que de toute façon sur mon analyse j'étais un petit peu au-dessus de Pierre, c'est que moi je le vois bien sur les 60 dollars avant la fin de l'année. Donc voilà, un pic pourquoi pas au-dessus des niveaux de 60, peut-être pas à 65 mais au-dessus des niveaux de 60 c'est pour moi faisable. Il y avait également une réaction de la part de Tony. Une remontée en bottom me semble peu probable, nous dit Tony. N'oublions pas notre USD MXN, donc USD peso mexicain.
même si ce n'est pas notre meilleur canasson en effet, puisque le peso mexicain, je le rappelle, fait partie également de ces devises qui sont corrélées au cours du pétrole, puisque le Mexique, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, le 10e pays exportateur de pétrole. Donc en effet, il y a une corrélation inférieure celle, certes au dollar canadien, mais corrélation quand même. Alors, un dernier commentaire, peut-être, c'est de la part de Pablo, qui est sur la part de Pablo, qui indique donc que ça vaut peut-être le coup d'initier une position en sous-levier. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez en effet sur l'once d'or, le pétrole, gère votre risque. Et également, je vous rappelle que concernant le cours du pétrole, il y a des expirations mensuelles chez FXCM, donc soyez prudent, mais justement, vous pouvez vous positionner sur notamment des devises sur le dollar canadien. Alors, Alexandre va vous laisser les coordonnées de Fork Gestion, si vous ne les avez pas encore, donc, qui arrivent sur votre écran. Je laisse un mot pour conclure, Alexandre et Pierre, en tout cas, qui nous ont fait l'honneur d'être venus aujourd'hui. Alors merci à DailyFX, merci à toi Yoav. On vous laissera tout ça, il y a des annexes aussi si vous êtes intéressé par les indices, par les graphes macro. Voilà, donc ça on vous mettra, je vous mets mon contact qui est ici, qui apparaît là. Vous pouvez m'envoyer bien sûr des mails, vous pouvez nous contacter par Twitter. On va vous laisser tout ça et puis la présentation sera en ligne si vous voulez la revoir. Et puis moi je la mettrai aussi sur le site de Fork Gestion, comme ça vous pourrez consulter quand vous voudrez les graphiques qu'on a mis en annexe. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un webinaire sur le l'or et les tendances à venir pour l'année. Merci, au revoir. Merci Alexandre, merci Pierre. De toute façon, vous reviendrez dans le cadre du Commodities Market Report. On parlera un peu plus de l'or, puisque c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Merci à vous, mes chers auditeurs. Donc tout de suite, la conférence en ligne se poursuit. Soyez nombreux sur cette salle de trading. Et quant à moi, on se retrouve donc mardi matin à 10h30 pour le Commodities Market Report. Très bon week-end de Pâques et merci à tous. C'était Yoav Nizar. Bon week-end.